Chers amis, bonjour. Vous connaissez certainement les grandes découvertes qui se sont déroulées au XVe et au XVIe siècle. Vous connaissez Christophe Colomb, Vasco de Gama peut-être, Magellan, mais aussi un certain nombre d'explorateurs portugais, espagnols, français, anglais, qui se sont lancés à la découverte de nouvelles terres et qui ont traversé témérairement, au départ, les océans pour rencontrer de nouvelles populations à convertir. Ces grandes découvertes ont commencé par les expéditions maritimes lancées par un petit pays appelé le Portugal. Les Portugais sont des navigateurs, des pêcheurs hors pair. Ils se lancent sur les eaux malgré leur peur des monstres marins, malgré leur peur des tempêtes, des vents contraires qui peuvent s'opposer à l'avancée de leur bateau. Et pourtant, ils se lancent dans l'aventure. Et c'est une aventure plutôt gagnante, puisque vous allez le voir dans un instant, ces aventures vont permettre d'ouvrir de nouvelles routes commerciales, de nouvelles routes maritimes, mais aussi de découvrir de nouvelles populations, de nouveaux territoires, populations à convertir, territoires à exploiter, à coloniser bien entendu. Donc, les Européens ouvrent, à partir du début du XVe siècle avec les Portugais, une nouvelle ère d'amélioration des connaissances géographiques, techniques, navales, mais aussi scientifiques évidemment, qui vont enrichir le patrimoine de l'Europe, le patrimoine même de l'humanité. Donc, nous allons voir que ça a commencé par une conquête lente, progressive, qui s'est faite dans l'adversité également, avec des maladies, des morts, des échanges avec des populations qui n'étaient pas forcément très favorables à l'arrivée des Européens. Donc on va le voir, c'est une aventure, une expédition assez périlleuse, bien entendu. Donc, le Portugal, début du XVe siècle, ça commence par un personnage qu'il faut absolument connaître, Henri le Navigateur. Henri le Navigateur, c'est le fils héritier du roi du Portugal Jean Ier. Nous sommes dans les années 1410-1420, et cet homme décide de créer un institut naval dans la pointe sud du Portugal, au cap Saint-Vincent, où il rassemble des mathématiciens, des géographes, des cartographes, des techniciens de la marine pour se lancer dans des expéditions maritimes. Il a alors 19 ans. Ce jeune homme est plein de fougue, plein de passion. Son désir, c'est de naviguer. Pourtant, il va quasiment jamais naviguer. Il va laisser d'autres personnes se lancer dans des expéditions maritimes. L'objectif, c'est lequel? C'est de longer la côte africaine le plus loin qu'on peut. Il croit en effet que l'Afrique n'est pas rattachée au pôle sud, c'est-à-dire il pense qu'on peut contourner l'Afrique par le sud et remonter ensuite vers les Indes orientales. Vous allez me dire, quelle est l'utilité de ces Indes orientales? C'est très simple, nous sommes dans un contexte de, entre guillemets, petite mondialisation économique, au sens où il y a des échanges avec des territoires inconnus, comme par exemple la Chine, le Japon ou encore les Indes. Les Indes qui sont actuellement, ce serait l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, tous ces territoires. À l'époque, ces territoires sont peu connus, mais on sait qu'ils regorgent de richesses, de matières premières, de métaux précieux. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, les chrétiens d'Europe vont chercher avec des caravanes les marchandises venues d'Orient, comme les matières précieuses, mais pas uniquement, par exemple les épices ou des fourrures. Tout cela, ce sont des marchandises très prisées des Européens et il y a un commerce très lucratif avec ces régions. Entre-temps, il y a eu l'apparition d'une nouvelle religion, d'un nouvel empire, c'est l'empire musulman. Cet empire musulman se dresse entre l'Orient très convoité par les Européens et l'Europe. Or, cet empire musulman, il est un petit peu rétif à l'arrivée des Européens. Il fait peser de lourds impôts sur les caravanes qui passent par ces territoires. Et donc, que veulent les Européens? Les Européens veulent découvrir une nouvelle route, une route qui serait maritime et qui permettrait de joindre l'Europe aux Indes orientales sans passer par l'empire musulman. C'est pour ça que Henri le Navigateur se lance dans cette aventure et est l'initiateur d'un certain nombre d'expéditions maritimes au début du XVe siècle. Pour ces expéditions maritimes, il suffit de nommer par exemple celle qui en 1445 va aller jusqu'au Cap-Vert, qui va permettre de découvrir ces îles du Cap-Vert qui vont être colonisées bien entendu comme colonies portugaises. On va essayer de descendre jusqu'à l'équateur. Malheureusement,
Henri le Navigateur décède en 1460, à un peu plus de 60 ans, et l'équateur n'a toujours pas été franchi. Ce sont donc d'autres expéditions qui vont être lancées à partir de Portugal et qui vont chercher à franchir l'équateur. Pourtant, pour se lancer dans ces expéditions maritimes, il faut des moyens financiers bien sûr, mais aussi des bateaux qui puissent naviguer en haute mer. Il faut aussi des instruments de navigation qui vont permettre de s'orienter sur la mer. Mais il faut aussi évidemment des connaissances géographiques, navales, pour pouvoir savoir où on se situe. Tout cela, il y a des progrès techniques, des progrès dans les connaissances géographiques, dans les connaissances navales, qui vont permettre de se lancer dans des expéditions maritimes de grande envergure. En outre, la mer fait peur, bien entendu. Je vous ai parlé en introduction des serpents de mer. On pensait, avec certaines superstitions, qu'il y avait des serpents de mer dans l'eau. On pensait aussi qu'au niveau de l'équateur, l'eau bouillait. Donc on imaginait un certain nombre de choses qui terrifiaient. Et finalement, prendre la mer, surtout la haute mer, c'était un risque à courir pour les marins. Donc le recrutement des marins dans les ports portugais était difficile pour entamer les premières expéditions maritimes. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait, évidemment, que ces marins doivent être en bonne condition physique pour partir, et il faut évidemment être aguerri. On en trouvera puisque, heureusement, le Portugal est peuplé de ces navigateurs, de ces pêcheurs qui ont déjà un contact avec l'eau. Et en plus, le Portugal bénéficie de tous les progrès techniques qui ont eu lieu au moment du Moyen-Âge. Ils ont les cartes, ce qu'on appelle des portulans, qui permettent de savoir où on se situe. Il y a également des boussoles, des astrolabes qui permettent de s'orienter quand on est sur l'eau. Il y a aussi les progrès techniques, comme par exemple ces nouveaux navires qu'on appelle les caravelles, qui ont été inventés à la fin du Moyen-Âge et qui permettent de naviguer notamment en haute mer. Donc on le voit, il y a des progrès qui permettent aux Portugais de se lancer dans la navigation. Une fois que l'équateur est franchi en 1471, c'est l'explorateur Bartolomé Dias qui va franchir le premier le cap de Bonne-Espérance, qu'à l'époque il va baptiser Cap des Tempêtes, en 1488. Il part avec 3 caravelles, mais quand il arrive au niveau du Cap des Tempêtes, le cap de Bonne-Espérance, des vents contraires vont le contraindre à rebrousser chemin. L'équipage est épuisé, il voudrait pourtant atteindre les Indes orientales pour relier l'Europe aux comptoirs commerciaux qui permettent d'acheminer les marchandises vers l'Europe. Donc Bartolomé Dias, il n'a pas le choix. Une de ces caravelles s'est échouée. Il y a beaucoup de maladies à bord, comme par exemple le scorbut, les dents se déchaussent, mais aussi il y a des maux de ventre, la dysenterie se déclare, donc il faut rentrer au Portugal. Mais au Portugal, on sait désormais que concrètement la pointe sud de l'Afrique peut être franchie et qu'on peut atteindre en réalité les Indes orientales. En ce temps, un explorateur génois qui s'est mis au service de la couronne d'Espagne, appelé Christophe Colomb, a découvert un nouveau territoire à l'ouest. Il a traversé la mer Océane et il a découvert une île qu'il a baptisée Hispaniola. Il revient en triomphe en Espagne. Et évidemment, pour les Portugais, c'est une concurrence redoutable. Donc, il faut décider de ce que l'on va faire. Et en 1494, le pape prend une décision sérieuse, celle de partager le monde découvert en 2 parties. L'Ouest reviendrait à l'Espagne, l'Est au Portugal. C'est le traité qu'on va appeler le traité de Tordesillas. Donc, les territoires qui sont découverts le long de l'Afrique, ce sont des territoires portugais. Ainsi, les comptoirs commerciaux qui sont installés sur la côte africaine sont portugais et ne pourront jamais être espagnols, tandis que les territoires découverts par Colomb sont espagnols. Cette concurrence entre l'Espagne et le Portugal n'empêche pas de nouveaux explorateurs portugais à se lancer sur la mer. Et c'est le fameux Vasco de Gama, à la fin du XVe siècle, en 1497 et 1498, qui va réussir à atteindre les Indes orientales. Il est le premier Européen à faire toute la ligne maritime qui part de l'Europe, en longeant la côte africaine jusqu'au cap de Bonne-Espérance, en remontant l'océan Indien et en aboutissant en Inde, ce qu'on appelle l'Inde actuelle, et ce qu'on appelle à l'époque les Indes orientales. Il arrive à Calicut
en juillet 1498. Il a passé 10 mois à bord. Concrètement, comment se déroule cette expédition depuis le début jusqu'à la fin? Au début, ça commence par la veille du départ, une grande fête, une procession à Lisbonne, avec des cierges bien entendu qu'on allume, et beaucoup de prières faites par le clergé local pour bénir ce départ, pour bénir cette expédition maritime. Vasco de Gama le lendemain part avec 170 hommes, 4 caravelles, et beaucoup d'eau, de vivres, de viande, pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Sur le chemin, il fait de nombreuses escales. Il s'arrête sur les côtes africaines pour se réapprovisionner en eau, mais aussi en nourriture, comme en viande par exemple, en bois, et pour faire de petites réparations. À l'occasion, il échange des marchandises avec des indigènes, des locaux, comme par exemple des fourrures ou des pacotilles, qui vont lui permettre de s'ouvrir la bienveillance de ces indigènes. Il en profite pour créer quelques petits comptoirs de commerce pour permettre au Portugal de conquérir de nouveaux marchés, de conquérir de nouvelles petites terres pour échanger des marchandises. Les conditions de cette traversée sont difficiles. Concrètement, ils ont les vents qui leur sont favorables jusqu'au Cap des Tempêtes, mais il y a des difficultés liées notamment aux maladies, au fait qu'ils ne mangent pas assez de fruits. Certains marins attrapent ce qu'on appelle le scorbut, qui est une maladie liée au manque de vitamine C, et qui fait que les dents notamment se déchaussent, elles tombent, et on a des maux de ventre insupportables. Mais il finit par passer le cap de Bonne-Espérance, ce que déjà Bartholomé Dias avait réussi 10 ans plus tôt, et à remonter l'océan Indien jusqu'aux Indes orientales. Quand il arrive à Calicut, il prend contact avec le chef local et il va essayer d'obtenir certains avantages en disant que ce territoire est un territoire portugais, qu'il faut échanger absolument avec le roi du Portugal. Mais pour les indigènes qui n'ont jamais vu le roi du Portugal, ils n'en ont rien à faire, rien à cirer de Vasco de Gama. Donc Vasco de Gama, il prend une décision assez forte. Il va brûler des navires, des pirogues indigènes, pour leur faire peur et les obliger finalement à se rallier à ses vues. Eh bien Vasco de Gama reprend la mer pour revenir évidemment au Portugal. Mais cette traversée est difficile puisque beaucoup de marins meurent à cause de la maladie, du scorbut, de la dysenterie. Et quand il revient à Lisbonne, c'est un véritable triomphe. Il a accompli un exploit. Il a quand même réussi à atteindre enfin les Indes orientales par une autre route, qui était la route terrestre, qui passait par l'Empire musulman. Donc le Portugal voulait, il l'a obtenu, grâce à cet exploit. C'est véritablement une réussite pour les Portugais. Grâce aux Portugais, les Européens ont découvert de nouveaux territoires. Cela a permis d'augmenter les connaissances géographiques, puisqu'on a découvert notamment le sud de l'Afrique, mais aussi l'océan Indien. Cela a permis de prendre contact avec des indigènes et d'échanger de nouvelles marchandises, comme les diamants, comme par exemple les dattes. Et cette route maritime va être utilisée jusqu'au creusement du canal de Suez à la fin du 19e siècle. C'est pour vous dire à quel point toutes ces expéditions maritimes portugaises vont avoir un impact énorme ensuite dans le commerce mondial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, chers amis, et n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à vous abonner.